Bonjour à tous, bonjour Marseille, bonjour l'Afrique. Je suis Shimon Jagello, correspondant à Bruxelles du magazine Forbes Afrique. J'aurai aujourd'hui le plaisir de modérer un débat fort intéressant portant sur l'innovation dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, au cours des dernières années, la métropole a connu un développement significatif d'attractivité, notamment dans le champ de l'innovation, qui positionne aujourd'hui cette métropole comme une destination de choix pour attirer les entreprises et les investisseurs, tant français qu'internationaux. Dans le domaine du numérique, par exemple, le cabinet Ernst Young a publié cette année une étude intitulée Why Invest in Aix-Marseille-Provence. Il situe la métropole comme un hub numérique devenu mondial, connectant plus de 4,5 milliards de personnes. Un rayonnement international tel que la métropole est aujourd'hui la deuxième métropole française en matière d'échanges alors avec l'Afrique. Pourquoi? Quelles mesures ont été adoptées pour rendre cette métropole si attractive? Dans quel domaine? J'aurai le plaisir de modérer ce débat et de répondre avec mes intervenants à ces questions, entre autres, et je vais vous les introduire. Je commence par Madame Delphine Lapré, qui est la directrice de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche chez Aix-Marseille-Provence. Bonjour. Bonjour. Ensuite, j'ai Madame Laetitia Bicciacci, qui est chef de projet économique numérique chez Provence Promotion. Bonjour, Madame. Bonjour, bonjour à tous. Et enfin, j'ai Monsieur Jean-Baptiste Guesser, qui est le directeur général d'Aix-Marseille French Tech et expert de l'innovation et du développement économique. Bonjour, Monsieur Jean-Baptiste. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec vous, comme je vous l'ai dit. Avant peut-être de rentrer dans le vif des débats et dans le vif des sujets, j'aurais pour vous, Mesdames Delphine, une question. Quelle a été l'évolution de l'écosystème de la métropole Aix-Marseille-Provence au cours des 5 dernières Alors, c'est un écosystème qui est historiquement extrêmement riche, hein, dense, hein, avec un grand nombre d'acteurs. Et effectivement, dans les 5 dernières années, on a vu l'apparition de nouveaux acteurs, hein, d'initiatives aussi bien publiques que privées. Euh, voilà, des accélérateurs en particulier qui sont là bien évidemment pour accompagner et faire grandir les startups. Et effectivement, la métropole Aix-Marseille-Provence a créé un accélérateur qui s'appelle M, et qui est là, implanté à la Cité de l'innovation et des savoirs à Aix-Marseille pour accueillir sur des formats courte durée des startups. Mais voilà, il y a eu d'autres initiatives, y compris portées par des grands groupes privés tels que CMA-CGM, hein, que tout le monde connaît dans le domaine du transport maritime, ou encore le groupe L'Occitane, qui chacun ont implanté ici à Marseille, sur le territoire de la métropole, et aussi à la Cité de l'innovation des savoirs Aix-Marseille, en partenariat avec Aix-Marseille Université, qui est un autre acteur notable de cet écosystème. Voilà, des incubateurs. Donc ce paysage, pour répondre et en synthèse sur votre question, il s'est densifié, il s'est amélioré et il s'est complété de manière à ce qu'on puisse aujourd'hui couvrir toute la chaîne de valeur et tout le parcours de l'innovation, depuis l'amont, hein, depuis des projets très amont en lien avec la recherche académique jusqu'à l'aval et à des positionnements sur le marché, à des orientations vers l'international. On est en capacité d'accueillir et d'accompagner l'ensemble des projets et des porteurs de projets innovants. Voilà ce qui caractérise l'évolution de ces dernières années. Oui, c'est vrai, en tout cas, c'est un très très beau développement. Mais entre-temps aussi, nous sommes rentrés dans une crise pandémique, et là, je m'adresserai ici à vous, Monsieur Jean-Baptiste. Quel était l'impact, en tout cas, de la Covid-19 lors de ces 2 dernières années sur cet écosystème que vient de décrire brièvement Madame Delphine, et quelle a été la résilience éventuellement des startups et des PME? Alors écoutez, je vais parler pour la partie que je connais le moins mal, c'est-à-dire celle des startups. Effectivement, les startups, comme toutes les autres entreprises, ont été impactées par la crise du Covid, et on a environ 80% qui nous ont dit, dans une enquête qu'on a réalisée
l'an dernier, donc encore en pleine période de crise, 80% qui nous ont dit qu'elles avaient été impactées, et dans ces 80%, 70% qui nous ont dit qu'elles avaient été impactées plutôt négativement. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'écosystème est en récession, bien au contraire, parce que l'impact négatif, ça peut être sur une croissance prévue. C'est-à-dire qu'elles se sont développées en 2020, en tout cas, un peu moins vite que ce qu'elles avaient prévu, mais on a vu un rattrapage très rapide en cette année 2021. Donc, on peut dire que ce petit retard de développement a été plus que compensé en cette année 2021. Évidemment, il y a des secteurs qui ont plus souffert que les autres, mais il y en a au contraire qui se sont développés encore plus vite, notamment tout ce qui a trait à de la digitalisation d'un certain nombre de métiers, mais aussi en particulier tout ce qui a trait à la santé, par exemple. Il y a une startup comme Rofim, spécialisée dans les consultations à distance, mais aussi dans l'échange de données numériques entre praticiens de santé, qui a levé récemment 5 millions d'euros. Donc on peut penser que ce type de développement, ce type d'accélération a été rendu encore plus nécessaire par la crise qu'on a vécue, qui a été un véritable accélérateur de digitalisation et qui a fait ressortir un certain nombre de besoins. On peut penser également à un certain nombre de startups dans les domaines de la green tech, comme Ombrea par exemple, puisque avec la prise de conscience de la finitude, on va dire, de la planète pendant la période Covid, il y a aussi un intérêt accru des investisseurs pour tout ce qui est green tech et développement durable. Donc voilà, un ralentissement au début, mais plus que compensé par la reprise en 2021, et maintenant de très belles perspectives de développement pour notre écosystème. Écoutez, déjà, merci aussi, déjà détaillé de certains champs. Vous avez cité donc quelque part l'écosystème investi dans, je dirais, la santé, par exemple. Et pour donner un paysage peut-être un peu plus complet sur à quoi ressemble l'écosystème de la métropole Aix-Marseille-Provence, nous avons une petite vidéo pour vous en matière d'introduction avant d'aller dans la suite des débats qui porteront sur les raisons de cette activité et quelles ont été les mesures qui ont été faites pour rendre la métropole si attractive aux yeux des investisseurs. Alors, comme vous venez de le découvrir, chers spectateurs, euh, le paysage est assez quand même diversifié et la métropole investit dans différentes filières. Et ici, je voudrais m'adresser vers vous, Madame Laetitia. Euh, dans quelles sont les filières sur lesquelles la ville la métropole d'Aix-Marseille-Provence mise-t-elle en particulier? Alors, miser, c'est, alors comment dirais-je, c'est pas vraiment le terme, c'est nativement que l'on a une richesse de l'écosystème digital et d'innovation qui est très large, de par notre histoire. Alors, on a parlé, par exemple, de l'interconnectivité avec les câbles sous-marins, des filières comme les objets connectés ou l'intelligence artificielle. Donc oui, ce sont des filières sur lesquelles on mise parce que nativement, les conditions étaient réunies qu'elles puissent se développer ici au travers des centres de recherche, au travers des réseaux, des opérateurs qui étaient là. Et aujourd'hui, je pense que l'on peut dire qu'en termes d'innovation, non seulement nous sommes la deuxième métropole de France après Paris, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une métropole qui peut accueillir tout type de technologie, euh, que ce soit donc sur des thématiques génériques comme la Smart City, par exemple, la e-santé, la fintech, l'e-commerce, parce que les technologies sont ici, toutes ces thématiques peuvent se développer grâce aux technos
qui sont les objets connectés, la 3D et la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Alors justement, ma question ici, je me tournerai vers vous, Madame Delphine. Quels ont été les outils, peut-être au niveau de la politique publique, qui ont été mis en place pour rendre l'écosystème compétitif? Il y a la métropole d'Aix-Marseille-Provence compétitive pour notamment les investisseurs. Alors pour accueillir et accompagner les entreprises innovantes, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui existent et que la métropole soutient. À commencer, et Laetitia le disait très bien, les filières se sont structurées autour de la recherche, autour d'outils et d'acteurs natifs sur le territoire, c'est-à-dire effectivement qui font l'excellence de nos filières. Donc, on a effectivement une force de frappe en matière d'enseignement supérieur et de recherche qui est assez remarquable, hein, avec 130 laboratoires de recherche et des plateformes technologiques, donc qui associent et qui créent des ponts entre la recherche académique et le monde économique, et avec des structures qui sont là pour faciliter cette ouverture. Donc la métropole et donc le territoire soutiennent ces acteurs-là, investissent en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur, et font en sorte que les startups puissent, encore une fois, être accompagnées, accueillies déjà dans des pépinières, dans des technopoles, c'est-à-dire dans des environnements qui sont particulièrement propices et adaptés aux besoins de ces startups. Donc, il y a je dirais, une écoute qui s'est développée, à la fois une écoute et des infrastructures qui se sont développées pour faire en sorte que une start-up ou une jeune entreprise ou un créateur d'entreprise ou même un simple porteur de projet, il puisse sur tout son parcours et à toutes les étapes de son développement, avoir des interlocuteurs qui vont venir l'accompagner et qui vont interagir les uns avec les autres. Donc, on a voilà cet écosystème qui s'organise, qui travaille ensemble et qui fait en sorte que nos entreprises elles peuvent trouver sur le territoire tout ce dont elles ont besoin à tout leur stade de développement. Et sur toutes les filières, effectivement, avec ces filières d'excellence que vous avez rappelées, à commencer par la health tech, les clean tech, pour n'en citer que deux, et parmi les plus dynamiques et les plus remarquables du territoire. Et voilà, vous avez bien synthétiquement décrit donc tout cet accompagnement qui entoure tout cet écosystème qui permet justement aux entreprises ou aux entrepreneurs voulant lancer une start-up de pouvoir s'implanter. Mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments. Et ici, Madame Laetitia, je me tournerai vers vous. Éventuellement, en matière de financement, y aura-t-il peut-être des politiques fiscales de facilitation, de prêts qui ont été lancés pour inviter ou encourager encore les start-upers à venir s'implanter dans la métropole d'Aix-Marseille? Alors, la partie financement est très importante, quel que soit le stade de maturité de la start-up à laquelle on va s'adresser. Effectivement, il faut partir du principe que la France est déjà une terre d'accueil naturelle pour l'innovation, grâce à toutes les incitations financières et fiscales que l'État a mis à notre disposition, vers des dispositifs fiscaux comme les statuts de jeunes entreprises innovantes, de crédit d'impôt recherche par exemple, ou crédit impôt innovation, mais également aussi sur l'accompagnement des fonds d'amorçage publics pour la création de ces startups en France. On a la chance également sur la métropole d'avoir d'autres dispositifs complémentaires qui sont vraiment uniques sur notre métropole, qui nous permet de doter les startups que nous accompagnons de dispositifs financiers et fiscaux étatiques, mais également régionaux métropolitains. Et ça, c'est un atout. Nous, on sommes souvent en concurrence avec d'autres villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Lyon, par exemple, où finalement, une partie de la décision est emportée parce que nous avons une dynamique financière d'aide publique à l'innovation
métropolitaine qui est très forte ici. Merci en tout cas. Et alors, monsieur ici, monsieur Jean-Baptiste, c'est vers vous que je me tournerai ici. Madame ici a brièvement cité, Madame Michetti a brièvement cité les mesures fiscales, les mesures financières. Comment ça se transforme concrètement, je dirais, pour les investisseurs sur le terrain? Est-ce que les investissements dans les startups ont-elles augmenté avec les mesures que Madame Michetti vient de citer, par exemple? Oui, on peut constater une forte augmentation des investissements dans les startups, d'ailleurs, qui n'est pas uniquement due à la dynamique du territoire, hein, qui est vraiment globale sur le territoire français. Ici, particulièrement, et on peut constater une progression. C'est compliqué d'avoir un total vraiment, et puis surtout les comparaisons entre 2021 et 2020 sont pas extrêmement pertinentes parce que 2020 était particulière. Donc les chiffres de progression ne veulent pas dire grand-chose, mais ouais, on a quelques exemples quand même de startups qui arrivent à se financer assez massivement. On peut citer Volta Medical, par exemple, qui a levé 23 millions d'euros en début d'année, ou d'autres tickets qui sont plus modestes, mais qui permettent aux acteurs d'avoir tous les outils pour se développer. Donc le message important, je pense que Laetitia et Delphine l'ont rappelé, c'est-à-dire que sur notre territoire, on peut développer absolument n'importe quelle startup et surtout on peut aller très loin avec ces startups. Il n'y a pas de raison d'aller ailleurs pour les besoins de développement, quand bien même on ambitionnerait, et c'est ce qu'on souhaite à tous nos entrepreneurs, enfin à ceux qui nous les désirent en tout cas, quand bien même on ambitionnerait d'avoir une licorne ou en tout cas une startup qui soit vraiment passée à l'échelle massivement. Donc, tous les ingrédients sont là, y compris le financement, ce qui n'interdit pas d'ailleurs, au-delà d'un certain niveau de financement, de faire appel à des investisseurs parisiens ou internationaux, mais qui connaissent bien le territoire, notamment grâce à Provence Promotion, qui régulièrement organise la venue d'investisseurs qui viennent de l'extérieur du territoire. Donc nous sommes un territoire extrêmement bien connecté, extrêmement bien répertorié dans les carnets des investisseurs. Nous avons des dispositifs publics et privés qui permettent de financer les startups. Donc, nous avons tous les éléments pour vous permettre de développer votre entreprise sur le Écoutez, merci encore pour cette réponse. Madame Bichechi, moi, ce qui m'a quand même interpellé, et je m'adresse ici vers vous avec une question, vous avez parlé que vous êtes en concurrence avec d'autres régions, notamment Bordeaux, comme vous m'avez cité, et certainement d'autres à l'international. Alors, ma question, j'aurais ici, en quoi la métropole Marseille-Provence se distingue-t-elle par rapport à ses concurrents? Sur les principales villes que je rencontre en concurrence, entre guillemets, dans des souhaits d'installation des startups que nous accompagnons, qu'elles soient nationales, internationales et plus particulièrement africaines, ce qui ressort à chaque fois des compétences de la métropole et des caractéristiques de la métropole, c'est un écosystème qui est complet, c'est-à-dire Delphine en parlait tout à l'heure. On va travailler depuis la recherche jusqu'à des débouchés commerciaux, par exemple pour une start-up dite. On travaille, on a une université, vous l'avez vu dans la vidéo, qui nous fournit également énormément d'étudiants. Alors il faut savoir que sur la partie digitale et numérique, on forme 23 300 étudiants par an. Ces étudiants peuvent être embauchés directement dans les startups que nous accompagnons. Et cet écosystème-là, par exemple, est très pauvre, excusez-moi de le dire, par rapport à Bordeaux et à Nantes, où il y aura moins d'étudiants que l'on pourra embaucher, entre guillemets, sur place. Et bien sûr, la partie financière, qui est très forte, puisque ici, nous avons le regard et nous attirons des investisseurs privés. Donc, c'est des points qui reviennent quand la décision est prise, c'est je suis venu ici parce que je vais pouvoir embaucher sur place, je vais pouvoir attirer des talents aussi grâce au cadre de vie, soyons clairs, et je vais pouvoir lever des fonds en restant sur Aix-Marseille, ce que je ne pourrais pas faire dans des plus petites villes, et un écosystème digital qui est quand même le deuxième de France. Écoutez, vous avez parlé comme ici dans votre réponse d'apprentissage, et il est vrai, il est indéniable qu'à l'ère du digital, appréhender les transformations technologiques, comme vous l'avez cité, les innovations, la transition numérique, certainement nécessite une main-d'œuvre plus qualifiée, plus formée, hein, j'ose dire, aux technologies numériques. Et alors ici, Madame Delphine, c'est à vous que je m'adresse. Quels instruments ont été mis en place justement dans la métropole, dans l'écosystème d'enseignement de la métropole, pour former les talents requis de demain?
Alors, quel mécanisme? On en a cité quelques-uns, hein. Avant de parler de mécanismes, on a des acteurs qui, comme l'université, Aix-Marseille Université, qui compte aujourd'hui plus de 100 000 étudiants, qui est voilà, un acteur qui est accessible à tous les étudiants, qui propose des formations d'excellence, qui viennent se compléter. Enfin, c'est-à-dire on a un panel de formations qui est extrêmement large et qualitatif, hein, avec également des grandes écoles. On a la chance, et c'est aussi ce qui nous caractérise en tant que métropole. On a 12 grandes écoles sur le territoire, qu'il s'agisse d'écoles d'ingénieurs avec des groupes un peu prestigieux comme l'école centrale Marseille, les arts et métiers, hein, l'école nationale supérieure des arts et métiers ou l'école des mines, qui chacune ont une implantation. On a aussi des business schools un peu prestigieuses comme Cambridge Business School. On a Sciences Po à Aix avec un institut d'études politiques. Donc on a effectivement des grandes écoles qui forment, euh, euh, qui offrent des formations d'excellence, mais aussi ce que je voulais dire, Laetitia a évoqué le secteur du digital. On a aussi une offre de formation un peu nouvelle qui là aussi s'est développée plus récemment, qui forme à des niveaux moindres, hein, depuis juste même avant le bac, et qui sont ouverts à des profils très très divers, y compris des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et on a un certain nombre d'acteurs. Je pense à un acteur qui s'appelle la plateforme Marseille, qui forme des jeunes au métier du digital, et qui propose ces formations, voilà, y compris à des jeunes qui seraient sortis du système scolaire. Donc là aussi, ce qui caractérise notre offre de formation, c'est le large spectre qu'elle couvre, aussi bien dans les thématiques, parce qu'effectivement, on a des formations d'excellence dans les domaines, je n'y reviens pas sur nos filières, mais aussi qui s'adresse à un public extrêmement large, et donc qui offre aux entreprises du territoire la possibilité sur le territoire de trouver les talents formés à tous les niveaux de compétences qui sont requis dans le parcours d'une entreprise. Et de permettre les embaucher rapidement avec les compétences requises dans des domaines particuliers, je présume. Alors voilà, écoutez, en tout cas, vous avez parlé d'acteurs, Madame Delphine, là tout de suite, et je pense qu'ils sont très importants. Et nous avons une deuxième vidéo dans laquelle on les met en lumière, et je vous propose de les. Je dirais qu'aujourd'hui, je me sens à l'image de ce territoire. Je me sens positive, pleine de promesses et tournée vers l'avenir. Cette créativité, c'est l'origine, c'est notre ADN. Je suis au service de ce territoire et des entrepreneurs. The sky is the limit. Je suis persuadé que notre territoire a tous les atouts et les acteurs qui permettront d'en faire demain la Silicon Valley du sud de l'Europe. Quand je regarde autour de moi, je me dis que ce territoire peut naturellement être le leader mondial des clean tech et de la protection de l'environnement. Alors, comme un des acteurs l'a cité, en tout cas, la métropole Aix-Marseille-Provence a tous les atouts pour devenir une Silicon Valley au sud de l'Europe. Qui dit sud de l'Europe dit aussi un fort ancrage entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Ici, dans ces troisième parties, ben voilà, comme je vous l'ai cité en introduction, la métropole Aix-Marseille-Provence est quand même le deuxième partenaire français de l'Afrique. Alors ici, Madame Laetitia, j'aurais une question pour vous.
Qu'est-ce qui explique et quel est le volume peut-être des échanges qui font que la Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence, est un des partenaires majeurs? Alors la première des choses qui explique cette comment dire, cette forte présence des entreprises africaines sur notre territoire, mais c'est l'histoire. Marseille a toujours été tournée vers la Méditerranée et port de la Méditerranée et de l'Afrique. Au début du XXe siècle, l'exposition, il y a eu une exposition effectivement qui a permis de créer le parc Chanot pour recevoir les colonies. À l'époque, on appelait ça comme ça. Donc l'Afrique a toujours été ouverte sur la Marseille a toujours été ouverte sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nativement, les entreprises françaises passent par Marseille pour passer la Méditerranée et arriver sur l'Afrique et inversement. Donc nous sommes une terre d'accueil des startups africaines. C'est une de nos cibles prioritaires. Et sur toutes les startups que nous accompagnons sur toute l'année, on va dire qu'un tiers des startups que nous accompagnons sont des startups africaines. Donc 30, jusqu'à 30%, c'est un chiffre quand même assez considérable. Et est-ce que peut-être Marseille aurait l'ambition de peut-être dépasser son concurrent, de devenir la première? Donc comment peut-être renforcer le lien entre la métropole et l'Afrique? Peut-être issu dans le secteur privé, par exemple. Auriez-vous peut-être des exemples ici, Monsieur Jean-Baptiste? Je pense que c'est un lien qui est en perpétuelle évolution, et je pense que des événements comme Emerging Valley, ce type d'initiatives permettent justement de créer un dialogue, et les initiatives doivent venir du terrain, bien sûr, doivent venir des entrepreneurs qui font naître des collaborations. Il y a parfois des structurations de ces initiatives, avec par exemple Africa Link, qui est un club de PME plutôt, mais qui a structuré la relation entre les deux territoires. Moi, je vois une grande communauté de valeurs aussi, au-delà des relations économiques et historiques qui peuvent exister. Nous, à la French Tech Aix-Marseille, on a pour engagement de faire émerger un vrai territoire d'excellence sur la question de la technologie à impact. Et c'est une question que je vois porter très haut dans beaucoup d'écosystèmes africains. Je connais imparfaitement les écosystèmes africains, mais je vois quand même beaucoup d'initiatives dans le terme de la frugalité de l'innovation, dans une innovation qui soit respectueuse de la finitude des ressources, notamment dans l'énergie, dans l'agriculture, mais pas que. Et donc, je vois quand même beaucoup de points communs dans les valeurs également entre les territoires, et ça augure, je pense, de collaborations très riches. Et à mon avis, nous n'ambitionnons pas d'être uniquement le premier en volume, mais nous ambitionnons vraiment d'être le premier territoire en termes de qualité des relations, et je vois beaucoup de potentiel pour que ça se réalise. En dehors des éléments cités comme Emerging Valley, qui est un hub manifestement important pour rassembler les acteurs issus du sud de l'Europe, voire plus loin, et d'Afrique, y aurait-il d'autres exemples ou d'autres éléments qu'il faudrait prendre en compte qui renforceraient cette relation, cette empreinte africaine, je dirais ici, à la métropole? Madame Delphine? Oui, on voulait, enfin, je pourrais citer, je vais citer d'autres exemples, mais avant juste pour rebondir sur effectivement ce qui nous lie à l'Afrique, effectivement à la fois Laetitia et Jean-Baptiste ont cité ces liens historiques, géographiques, évidemment très très forts, cette communauté de valeurs que Jean-Baptiste rappelait à juste titre, et je voulais aussi évoquer cette communauté un peu de destin que notre élu Didier Parakian, qui est le vice-président en charge des relations internationales à la métropole, aime à citer, et il évoque le fait que la métropole et l'Afrique peuvent et doivent et vont grandir ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort. La métropole Aix-Marseille-Provence, elle est encore jeune. Elle a 5 ans. Elle est en train de se construire, et elle entend se construire
au travers de sa relation avec l'Afrique et d'une relation équilibrée de partage et de collaboration réciproque entre notre métropole et les acteurs du continent africain. Et du coup, cette réciprocité, je pense que les acteurs de l'écosystème d'innovation la font leur et s'attachent à l'entretenir en tissant eux-mêmes des liens avec leurs homologues africains. Juste quelques exemples. L'accélérateur M dont je parlais tout à l'heure, il a dans ses missions, dans les missions que la métropole lui a confiées, le fait de développer des liens avec des accélérateurs africains. Alors voilà, il est en relation par exemple avec Startup Maroc et il y a des programmes d'échange, de collaboration avec cette startup qui fait que Franck Arrojo, le directeur de l'accélérateur M, accueille des startups qui viennent de Rabat, là où est implanté cet accélérateur, et que de son côté, il envoie des startups qu'il accélère à Rabat. Voilà, il y a aussi un acteur, on citait évidemment Emerging Valley qui est une bannière qui fédère tout le monde, mais il y a aussi des acteurs comme Euroméditerranée qui sont largement qui sont des acteurs forts de notre territoire et qui pour qui cette relation avec l'Afrique elle est une évidence au travers de prix, le prix Made Innovant Africa, qui est opéré justement par l'accélérateur M et qui vise à accueillir des entreprises, des startups africaines d'excellence, et donc on leur donne la possibilité d'être accompagnées, accélérées. Juste sans multiplier les exemples, mais aussi citer l'exemple de Marseille Innovation qui est assez intéressant, puisque Marseille Innovation, au travers justement d'une mission organisée par la métropole, a noué des liens très forts avec là aussi le technoparc de Casablanca. Et là aussi, alors c'est des relations qui ont évidemment été entravées, un peu mises à mal par la crise sanitaire, mais qui ne vont faire que reprendre de manière encore plus intense là dans les mois et dans la période qui vient. Et j'imagine que Emerging Valley va pouvoir les raviver et les faire repartir ces relations de collaboration. Malheureusement, écoutez, voilà, le temps il y a des file, programmes comme Meet Africa, par exemple, Meet Africa, qui est un programme opéré ici par Marseille Innovation, cofinancé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les acteurs de l'écosystème d'innovation sont vraiment acteurs et partie prenante de ces liens forts que le territoire cherche à tisser avec le continent africain. Voilà. Puis tout simplement dire ces que exemples qui démontrent alors donc, quelque part, comme vous avez dit, il y a une communauté qui va grandir ensemble, pour reprendre un peu le terme ici, et qui ne demande encore évidemment qu'à se développer, sur tous les exemples que vous avez cités. Écoutez, malheureusement, le débat devra se clôturer ici. Le temps file à toute vitesse et qu'on a des débats très intéressants, il va encore plus vite. Je vous remercie à tous, en tout cas, pour vos interventions et vos opinions très pertinentes sur l'écosystème, sur la description de l'écosystème de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur ce lien avec l'Afrique. Et c'est sur cette note que voilà, je vous remercie encore une fois et je souhaite à notre audience et à ceux qui nous ont regardés une bonne suite de conférences et à Emerging Valley 2020.